18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Meilleur Habib est notre invité, député Les Républicains des Français de l'étranger. Vous revenez d'Israël. Et il y a une question évidemment qui se pose depuis quelques jours. Qui a lancé une attaque, un bombardement contre l'hôpital de Gaza? On va faire le point avec Maxime Lavandier. Et puis après, on verra les informations que vous avez. Des corps enveloppés dans des draps et alignés. Victime de la terrible frappe survenue mardi en plein centre de Gaza sur l'hôpital Ali Arabe, Gaza compte ses morts. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, dénombre au moins 471 morts. Un chiffre difficile à confirmer. Un responsable d'un service de renseignement a affirmé hier à l'agence France Presse que le chiffre communiqué par le ministère était à nuancer. Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50. Ici, sur le parking de l'hôpital où de nombreuses voitures ont été calcinées, voici la seule trace d'impact observée au lendemain du tir. Un cratère de quelques centimètres de largeur. Impossible qu'il s'agisse d'une frappe aérienne. Ce journaliste américain spécialiste de la désinformation corrobore cette version des faits. J'ai écrit ce rapport. Les dégâts constatés sur le site de l'hôpital Gaza n'ont pas été causés par un missile israélien Spike. Une information également validée par les États-Unis. Hier, lors de sa visite en Israël, Joe Biden a écarté la possibilité que l'État hébreu était à l'origine du tir. Une question à Lud Ragnel. La France reste très discrète pour l'instant sur ce sujet-là, Louis. Est-ce que nous avons des informations sur cette frappe ou pas ? Pour l'instant, ce que disent les autorités françaises, c'est qu'ils n'ont pas assez de capteurs sur place et donc ils ne veulent pas se prononcer. Ils ne veulent pas se prononcer également parce qu'ils voient que le sujet est ultra sensible et qu'ils ne veulent pas donner à travers un positionnement l'idée qu'ils choisissent un camp plutôt qu'un autre. Donc c'est, je trouve, une illustration de plus de cette espèce d'ambiguïté française. On sait au fond ce que pense Emmanuel Macron, mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Il a dit en revanche cet après-midi à des journalistes qu'il a rencontrés que le conflit au Proche-Orient pouvait être un élément de division en France si on gère mal la situation. C'est ce qu'a dit le président français, Meilleur Habib. Vous comprenez cette position ? Moi, je comprends qu'il faut combattre l'islamisme, le djihadisme. Je comprends qu'il y a des actes de barbarie qui ont eu lieu. J'ai écouté au début le président de la République et je veux en rester là. Si on commence à trouver des raisons à cela, on a perdu. Là, hier, de façon certaine, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. C'est la seule question. Est-ce qu'ils l'ont fait volontairement? Ils sont tellement barbares pour tuer comme ils massacrent à bout portant ceux qui veulent suivre le nord de la bande de Gaza. La seule question que je me pose, et Israël a mis du temps à répondre, à la vérifier. Parce qu'il peut il y aura sans doute, hélas, des victimes collatérales. Mais qui est responsable? Mais je vais vous dire, en Ukraine, il y a eu 4 millions de civils qui ont été déplacés à travers l'Europe. Je vais vous montrer une carte. Vous voulez qu'il n'y ait pas de victimes? Regardez. Voilà. Ça, c'est tous les 22 pays musulmans qui entourent Israël. Est-ce qu'on la voit là? Oui, voilà. Alors, on ne va pas voir Israël, elle est invisible, c'est ça. Voilà, c'est 22 pays. À part ça, il y a 50 États musulmans. Si jamais chacun des États prenait de façon provisoire des civils de la bande de Gaza, parce qu'Israël va éliminer l'ensemble du Hamas, c'est certain. C'est simplement pour faire justice à des gens qui ont commis des actes de barbarie. Comme c'est passé en Europe. L'Égypte n'en a pas pris un, la Jordanie n'en a pas pris un. Mais alors, vous voulez éviter des victimes civiles? Alors, soit on va dire à Israël, ah non, il n'y a pas de justice, on laisse des gens qui ont fait des massacres, des crimes contre l'humanité à un niveau où personne ne peut imaginer. J'avais des larmes aux yeux, je suis rentré dans un abri où le soldat, le colonel est rentré le premier, il m'a dit il y avait 10 cm de sang, des familles, les uns sur les autres, tués, massacrés à bout portant. Israël doit laisser ça, il y a un seul État juif, minuscule État juif. Mais c'est un État trop. C'est ce que vous nous montrez sur la carte. Mais c'est un État de trop. Je le dis pour nos auditeurs, parce que c'est important, Éric Nolot. Mais je reviens sur la déclaration du président de la République. Quand on entend tout ça, moi, j'arrive même pas à comprendre la phrase d'Emmanuel Macron. Ça peut être un élément de division en France si on gère mal la situation. Écoutez, il me semble que la situation est suffisamment grave pour qu'on sorte de ce flou incompréhensible, qu'on dise les choses et qu'on essaye au moins de s'entendre sur les faits. Puisque là, les faits, autour de l'hôpital, ça devient de plus en plus évident. Il y a un moment, il faut quand même prendre parti pour la vérité des faits. On ne peut pas rester dans ce en même temps. La vérité n'existe pas, Éric, je vous le disais. Oui, c'est ça le problème. On prend les chiffres, on prend les faits, on les distord et voilà. Et il n'y a plus de vérité, malheureusement. Je crois que ce n'est pas le rôle d'un président de la République. Et à un moment, il faut être à la hauteur de l'histoire. Moi, la phrase que vous avez lue n'est pas à la hauteur de l'histoire, n'est pas à la hauteur des événements. Il y a un moment où il faut être un peu gaullien, où il faut peut-être sortir un peu du en même temps, qui a fait sa réputation et qui maintenant est en train de... Franck après Rachel. En fait, il ne faut pas laisser choisir entre être pro-israélien et pro-palestinien, ce que je me tue à dire depuis le 7 octobre. Il faut être fondamentalement, je l'ai dit, contre le terrorisme, contre le Hamas qui
massacre sa population, qu'il l'a kidnappé depuis 2006, les élections de 2006, élu à 77% quand même, je le rappelle souvent. Mais il ne faut pas laisser le choix aux gens. Pourquoi ? Si on laisse le choix, comme on le disait tout à l'heure pour ce qui se passe dans les écoles, on laisse planer la possibilité qu'il y a, c'est vrai, une possibilité d'hésiter entre la barbarie et le camp de la morale. Moi, je dis non. Entre le camp de la vie et le camp de la mort, on n'hésite plus. Il n'y a pas d'hésitation. Rachel Kahn, je disais tout à l'heure, il n'y a plus de vérité. En fait, même si elle est là, elle ne compte plus. Est-ce que vous partagez ça ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on le voit bien. Déjà, l'inversion entre victime et bourreau. Israël, ou les Juifs, de manière générale et internationale, les Juifs sont des dominants, donc forcément, ce sont des bourreaux. Tout inversé comme ça à chaque fois, c'est la mort de la raison. Et c'est pas pour rien que ce sont les écoles et les lieux de culture qui sont menacés aujourd'hui. Aujourd'hui, et en plus, avec les réseaux sociaux, les influenceurs de haine, qui, justement, sont finalement les passe-plats à de la propagande, à ces fake news. On avait remis avec Gérald Bronner un rapport au président de la République qui s'appelait le numérique, les lumières à l'ère du numérique. Et on parlait de ça. Ces ingérences étrangères via les réseaux sociaux, il faudrait impérativement, dans ce contexte-là, que des informations soient certifiées réelles, pour ne pas que les jeunes qui s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux... Ça s'appelle les fake news, les fausses informations. Responsabilité. Et vous prenez votre responsabilité, et je dis bravo. Mais quand je vois aujourd'hui un article dans Le Monde, aujourd'hui, dont on sait que la femme a soutenu ce qui est en train de se passer, les crimes, contre l'humanité. Quand je vois la une de Libération aujourd'hui, je dis mais attention les enfants, vous avez le droit d'être pour la cause palestinienne, mais là vous êtes en train de mettre le feu avec des fake news qu'on appelle, c'est faux. Si Israël peut commettre des erreurs en guerre, il y a eu 50 000 morts à Dresde, en Normandie il y a eu 60 000 morts, à Berlin il y en a eu 35 000 par des bombardements, et nous-mêmes, tout récemment en Afrique et ailleurs, on sait qu'il y a des victimes collatérales. Et si jamais Israël avait commis, entre guillemets, une faute, parce que ainsi c'est toujours grave qu'il y ait des civils qui meurent, mais dans une guerre il y en a forcément. Mais c'est pas le cas, c'est une fake news. Si ça se trouve, c'est eux qui ont bombardé volontairement cet hôpital, et ils y arrivent. La preuve, c'est qu'ils ont gagné la bataille de la communication. Oui, la vérité, et c'est ça qui est terrible. C'est pas la vérité, on est dans une bataille de n'oublions pas que depuis des années, ils fragilisent déjà non seulement les écoles et les hôpitaux, vous savez comment ? En installant des rampes de lancement dans les écoles, dans les hôpitaux. Il lance évidemment le radar de réception, qu'est-ce qu'il fait ? On voit l'endroit d'où a été envoyée la roquette. Et il y a quelques années, on contre-attaquait et évidemment, il y avait des victimes collatérales. Donc quelque part, il est tué 2 fois, les victimes. Bien sûr. Ils sont en train de massacrer leur peuple qui veulent se sauver. On a vu des images où ils tuent à bout portant des Palestiniens qui fuient. Ouais. Mais où on a vu une telle barbarie ? Mais attention, ils sont aux portes de chez nous, y compris en Europe et en France. Et de vouloir éviter, fermer les yeux, ça nous reviendra en boomerang en 10 fois plus fort. Il y a en ce moment même, Meilleur Habib, une manifestation pro-palestinienne, place de la République à Paris. Je rappelle que ces manifestations sont officiellement interdites depuis plus de 10 jours. Il y a déjà beaucoup de monde. Emmanuel Macron a dit, pareil, lorsqu'il a rencontré des journalistes cet après-midi, sur l'interdiction de ces manifestations pro-palestiniennes, il fallait, je cite, un délai de décence. Il fallait un délai de décence. Est-ce que là, de toute façon, ces manifestations ont lieu, elles se déroulent quoi qu'il arrive, interdiction, pas interdiction. Il n'y a pas de délai. La décence n'a pas eu lieu puisqu'elles étaient interdites, mais elles se réalisaient quand même. Et il y a eu très peu d'interpellations. Je me souviens, la dernière manifestation qui a eu lieu à Paris, il y a eu 24 interpellations au total, ce qui objectivement est très faible. Et il y a beaucoup de manifestations, je pense à Nantes, à Marseille et à Toulouse, où tout simplement il n'y a eu aucune interpellation. Non. Donc en fait, c'est théoriser l'interdiction d'une manifestation tout en l'autorisant. Enfin, c'est. Puis dans les mots, ce ne sont pas des manifestations. Soit on interdit une manifestation, elle n'a pas lieu. Si quelqu'un vient, il est en garde à vue. Il y a des amendes qui sont dissuasives. Moi, je vois le rassemblement de la communauté juive. Il y avait peut-être 20 000 personnes dans la dignité, alors que des femmes, des enfants, des vieillards, des rescapés de la Shoah sont actuellement, au moment où je vous parle, entre les mains du Hamas à 30 mecs sur terre. Il y a eu beaucoup de dignité. Et je vois aujourd'hui ces gens, alors qui soutiennent un mouvement djihadiste qui a commis des crimes contre l'humanité. Mais jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Il y a une erreur, on ne doit pas parler de manifestation pro-palestinienne, mais pro-Hamas. Sinon, ça voudrait dire encore une fois que cette manifestation soutient ce qui s'est passé il y a donc, le 7 octobre, et qu'on ne dissocie pas donc les Palestiniens du Hamas. Ça veut dire condamner le peuple palestinien. Donc ces gens, quand ils hurlent, non seulement ils sont contre la loi, mais ils font l'inverse de ce qu'il faut faire pour soutenir les Palestiniens. Ils s'en fichent complètement. Mais justement, il faut leur dire, hurler, continuer à le marteler. Bien sûr. Si vous voulez soutenir la cause palestinienne,
soyez tous contre la violence, soyez tous contre le terrorisme, et battez-vous contre le Hamas. Un dernier mot là-dessus. Et vous êtes collabos. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'en fait, là, pour Encore le coup des aussi, il y a une récupération politique très forte sur le territoire français, avec cette volonté de montrer, en fait, de faire monter les banlieues, tous ceux qui s'identifient aux banlieues, contre le lobby juif qui dirigerait la France. Je simplifie complètement, mais c'est ça, en fait, le message. Ça nous amène à Karim Benzema, parce que vous étiez en Israël, cher Meir Habib, mais vous avez peut-être vu le tweet qu'il a fait et qui a provoqué beaucoup de réactions. Il a décidé d'ailleurs de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. On va regarder et écouter le sujet d'Adrien Spiteri. Karim Benzema est-il proche des frères musulmans ? Pour Gérald Darmanin, aucun doute. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Les mots du ministre de l'Intérieur sur CNews mardi soir font suite à un post du footballeur soutenant le peuple palestinien, sans même évoquer les victimes israéliennes. L'attaquant a démenti ces accusations via son avocat. Pour maître Hugues Vivier, les propos du ministre sont faux pour le moins et peut-être même mensonger. Assurément, ça revient à être une injure publique à l'encontre de Karim Benzema. C'est-à-dire qu'on vient lui reprocher d'avoir un comportement dont on considère qu'il serait effectivement un comportement qu'il ne faut pas avoir et ce faisant l'injurie. Le Ballon d'Or 2022 envisage de poursuivre en justice Gérald Darmanin. Franck Tapero, vous êtes aussi dans ceux qui sont visés par la plainte de Karim Benzema, enfin qui potentiellement le sont, il n'y a pas de plainte déposée. Je dis merci de m'offrir une tribune mondiale, d'abord parce qu'il a 75 millions de followers. Merci de m'offrir une tribune à la fois juridique et médiatique pour exposer à quel point, et je l'ai dit, oui, il collabore de façon indirecte. Pourquoi ? Quand on a la chance de s'appeler Karim Benzema, quand on a la chance d'être Ballon d'Or, quand on a la chance d'avoir des millions de jeunes à travers la planète, on a une responsabilité morale vis-à-vis de la jeunesse. Et on ne tweete pas quelque chose qui va donner un message totalement pernicieux, qui va totalement dans le sens des terroristes, en disant on ne parle pas du Hamas, on ne parle pas des actes terroristes, on ne parle pas des victimes israéliennes et françaises, on ne parle pas des otages français, on ne parle pas du professeur, on parle de rien. Donc en gros, 100% des 75 millions de personnes à qui il s'adresse vont dire eh ben voilà, on est victime une fois de plus des bombardements injustes. Donc ça veut dire c'est du collaborationnisme, je l'ai dit, je l'assume, oui, c'est un collabo. Que Karim Benzema, qui est un immense footballeur, veuille prier pour le peuple palestinien, c'est son droit. Mais qu'il n'ait pas un mot pour 1500 personnes, femmes, enfants, qui ont été victimes d'actes de barbarie, et accessoirement un professeur en France, dans son pays, qui a été massacré, c'est tout à fait indécent. Louis Dragnel, sur ces plaintes. Non, le premier élément, en fait, ce qui choque les gens, c'est pas tant les sujets juridiques. Ce qui choque les gens, c'est que Karim Benzema doit énormément à la France. C'est la France qui lui a donné sa notoriété. Et c'est la France qui lui a offert sa fortune. Et donc, ça heurte profondément parce qu'on voit quelqu'un qui vit en Arabie Saoudite et qui crache sur nous et tout ce qu'on incarne et notre civilisation, alors qu'il nous doit collectivement tout. Deuxième élément, Gérald Darmanin a parlé un tout petit peu vite parce qu'il laisse entendre dans son affirmation, c'était sur CNews ici, que, je caricature, la DGSI aurait documenté, ou les services du ministère de l'Intérieur auraient documenté des choses qui permettent d'attester que Karim Benzema a des liens avec les frères musulmans. Or, manifestement, ce n'est pas vrai, puisque le ministère de l'Intérieur explique en fait que ce sont des déclarations passées, des tweets, des likes sur Facebook, qui tous sont très choquants, mais ne démontrent pas qu'il y a un dossier sur Karim Benzema. C'est la raison pour laquelle l'avocat de Karim Benzema se défend en disant mais il y a des confusions, comment est-ce qu'il peut être pro-frères musulmans en habitant en Arabie Saoudite, sachant que l'Arabie Saoudite condamne les frères musulmans. Donc ça ajoute de la confusion à la confusion. Et enfin, dernier élément, et ça je peux vous rassurer, vous serez jamais condamné. La plainte, si elle est déposée, elle sera retirée. Et Karim Benzema, et ça moi c'est quelque chose qui m'énerve, mais Karim Benzema ne sera jamais déchu de sa nationalité, ne perdra pas sa Légion d'honneur. Et je trouve que c'est un naufrage total, parce qu'en fait c'est symptomatique du mal-être, d'un mal-être français. C'est-à-dire que cette personne humilie tout ce qu'on est, alors qu'on est en train de pleurer une partie de nos morts. Et moi, je ne suis pas juif, mais je considère que ceux qui sont morts, c'est notre civilisation, ce sont les nôtres. Et donc, voilà. Et donc, il humilie tout ça. Et de l'autre côté, il y a de la mousse.
et à la fin, il n'y a rien. C'est pas un naufrage. Éric Nolot. C'est une stratégie de communication. Un naufrage, c'est un accident, ça arrive une fois. Oui, pardon. C'est une stratégie de communication. Ouais, Cantona fait exactement la même chose. Il dramatique. s'adresse à un supposé public en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre pour en tirer des bénéfices de notoriété et donc des bénéfices tout court. Et ça marche pour eux. Mais ça marche très très bien, c'est ça qu'il faut dire. Ils sont pas stupides. Ils sont cyniques, mais ils sont pas stupides. Ça marche très bien. Mais je suis d'accord avec vous. Toujours la victimisation, évidemment, qui a un écho. Et là, en fait, finalement, c'est la haine à l'ère des followers et des influenceurs. Donc ça crée un climat catastrophique. Et j'appelle de tous mes voeux à ce que nous ayons des influenceurs de la République, de l'humanisme, de la réparation de notre société qui est bien malade. Il faudra qu'on les suive en masse, effectivement. Et quelques slogans qu'on entend en ce moment à Paris, donc place de la République, dans cette manifestation pro-palestinienne. Macron complice, Israël assassin. Voilà. Manifestation interdite comme il se doit. On va faire, qui a lieu évidemment en ce moment même. 18h33, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Simon Guérin.